Il existe dans les relations humaines une scène discrète que la plupart des gens ne remarquent même pas. Elle ne produit aucun bruit, ne provoque aucun conflit visible, et pourtant, elle gouverne silencieusement une grande partie des interactions modernes. Cette scène est celle d'une personne qui, presque sans s'en rendre compte, ressent le besoin constant de se justifier. Expliquer pourquoi l'on agit ainsi, clarifier pourquoi l'on ressent cela, donner des raisons pour ses choix, ses silences, ses absences, ses décisions. Au premier regard, ce comportement semble presque vertueux. Il ressemble à de la politesse, à de la transparence, parfois même à de l'empathie. Après tout, expliquer ses intentions peut donner l'impression de respecter les autres, de leur éviter les malentendus ou les blessures inutiles. Mais lorsqu'on observe ce mécanisme avec plus de profondeur, on découvre qu'il ne s'agit pas seulement d'une habitude sociale. C'est souvent le signe d'un dialogue intérieur profondément perturbé. Car celui qui se justifie sans cesse ne parle pas seulement aux autres. Il cherche, en réalité, à négocier sa propre légitimité. Le psychologue analytique Carl Gustav Jung évoquait souvent un phénomène similaire lorsqu'il parlait de la perte de contact avec le centre intérieur de l'individu. Selon lui, lorsqu'une personne ressent constamment le besoin d'expliquer qui elle est, ce qu'elle ressent ou pourquoi elle agit d'une certaine manière, ce n'est pas seulement un effort de communication. C'est le signe que l'autorité intérieure a été fragilisée. Autrement dit, l'individu ne se sent plus naturellement autorisé à être lui-même. Et cette fracture ne naît presque jamais par hasard. Elle apparaît souvent très tôt dans la vie, dans des environnements où l'expérience émotionnelle de l'enfant n'a pas été reconnue. Des contextes où les sentiments étaient corrigés, minimisés ou ridiculisés. Tu exagères. Tu n'as aucune raison de ressentir ça. Arrête de dramatiser. À force d'entendre ces phrases, un message invisible s'installe dans l'esprit. Un message brutal mais profondément efficace. Ce que je ressens n'a de valeur que si quelqu'un d'autre l'accepte. À partir de ce moment-là, l'individu commence à douter de sa propre perception. Ses émotions ne sont plus des expériences valides par elles-mêmes. Elles deviennent des hypothèses qui doivent être expliquées, prouvées, défendues. Ainsi naît une étrange dépendance. La validation extérieure devient le tribunal permanent de la vie intérieure. Et ce tribunal ne ferme jamais. À l'âge adulte, cette dynamique se transforme souvent en réflexe automatique. Avant même de prendre une décision, la personne imagine déjà comment elle devra l'expliquer. Avant même de ressentir une émotion, elle anticipe déjà comment elle devra la rendre acceptable. La vie devient alors une suite d'arguments. On justifie ses limites. On justifie ses choix. On justifie ses refus. On justifie même son besoin de solitude ou de repos. Ce qui ressemble extérieurement à de la communication est en réalité une tentative silencieuse d'éviter quelque chose de beaucoup plus profond, la peur d'être rejeté. Car dans l'inconscient, une équation s'est installée. Si les autres comprennent mes raisons, peut-être qu'ils ne me jugeront pas. S'ils comprennent mes raisons, peut-être qu'ils ne s'éloigneront pas. S'ils comprennent mes raisons, peut-être que je serai encore accepté. Mais cette stratégie possède un coût psychologique immense. À force de chercher l'approbation extérieure, l'individu commence à abandonner son propre centre de gravité. Ses décisions ne sont plus guidées par ce qu'il considère juste, mais par ce qu'il pense pouvoir expliquer sans provoquer de conflit. Son identité devient diplomatique. Il ne vit plus réellement. Il négocie. Et peu à peu, une transformation subtile s'opère. L'existence devient une scène. Les autres deviennent le public. Le jugement devient la lumière des projecteurs. Et l'individu lui-même devient l'acteur qui ajuste constamment son rôle pour rester acceptable. Dans cette mise en scène permanente, quelque chose d'essentiel disparaît, la souveraineté intérieure. Jung appelait le processus de reconstruction de cette souveraineté l'individuation, le chemin par lequel un être humain cesse de vivre selon les attentes extérieures et commence à exister à partir de son propre centre. Mais ce chemin exige une rupture difficile. Il demande de renoncer à l'illusion
que l'on peut contrôler la perception des autres. Car la vérité est simple, presque brutale. Expliquer qui l'on est ne garantit jamais d'être compris. Et lorsque l'on accepte enfin cette réalité, quelque chose de surprenant se produit. Le silence devient possible. Un silence qui n'est pas de la fuite, ni du mépris, ni de la froideur, mais une posture nouvelle, une manière d'exister sans demander constamment la permission. À cet instant précis, l'énergie psychique change de direction. Au lieu d'être dépensée pour convaincre, elle commence à servir une autre fonction, se tenir debout intérieurement. Et lorsque cela arrive, un renversement presque imperceptible se produit dans la structure même de la personnalité. L'individu ne vit plus sous le regard des autres, il vit à partir de lui-même. Ce moment marque souvent le début d'une transformation profonde. Non pas parce que le monde extérieur change immédiatement, mais parce que l'autorité intérieure, longtemps abandonnée, commence enfin à reprendre sa place. Et c'est là que tout commence réellement. Il existe dans la vie psychique des blessures qui ne saignent pas, mais qui façonnent silencieusement toute une existence. Elles ne sont pas visibles comme une cicatrice sur la peau. Pourtant, elles s'installent profondément dans l'identité et orientent la manière dont une personne se perçoit, parle, ressent et agit. Parmi ces blessures invisibles, il en est une particulièrement subtile, celle qui pousse un individu à croire qu'il doit constamment expliquer son existence pour qu'elle soit tolérée. Ce n'est pas seulement une habitude sociale, ce n'est pas simplement une manière d'être poli ou transparent, c'est une fissure intérieure. Carl Gustav Jung avait pressenti ce mécanisme avec une lucidité remarquable. Pour lui, la tendance à se justifier en permanence révèle une croyance enfouie dans l'inconscient. L'idée que ce que nous sommes n'a de valeur que lorsqu'un autre être humain le confirme. Dans cette logique silencieuse, l'existence ne s'autorise plus d'elle-même. Elle doit être validée. Et cette croyance ne surgit presque jamais à l'âge adulte. Elle prend racine bien plus tôt, dans les premières années de la vie. Imagine un enfant qui exprime sa tristesse et entend qu'il dramatise. Un enfant qui montre sa colère et qu'on qualifie d'ingrat ou d'insolent. Un enfant qui avoue avoir peur et reçoit en retour des rires, de l'impatience ou du mépris. Dans ces moments apparemment anodins, quelque chose de très profond se construit dans l'esprit. L'enfant apprend une règle implicite. Ce que je ressens n'est pas fiable. Peu à peu, il commence à douter de son propre monde intérieur. Ses émotions cessent d'être des expériences légitimes. Elles deviennent des problèmes à corriger, des réactions à justifier, des sensations qu'il faut expliquer pour être compris. Alors, un mécanisme de protection apparaît. L'enfant comprend qu'en expliquant bien ce qu'il ressent, il pourra peut-être éviter les reproches. S'il présente ses émotions de manière raisonnable, s'il les rend acceptables, il pourra peut-être échapper à la moquerie ou au rejet. Ainsi se met en place une stratégie psychique qui peut durer toute une vie, convaincre pour exister. À l'âge adulte, cette stratégie se transforme en réflexe. Chaque décision semble nécessiter une explication. Chaque émotion semble devoir être rendue compréhensible. Chaque réaction doit être accompagnée d'un argument rationnel. Comme si ressentir ne suffisait pas. Comme si être ne suffisait pas. À la racine de ce phénomène se trouve une perte presque invisible, la disparition de l'autorité intérieure. L'individu ne considère plus spontanément son expérience comme valide. Il regarde constamment vers l'extérieur pour savoir si ce qu'il vit est acceptable. Son estime personnelle cesse d'être une source interne. Elle devient un reflet. Elle dépend du regard des autres. Mais ce qui rend ce mécanisme particulièrement insidieux, c'est qu'il fonctionne la plupart du temps dans l'inconscient. Ceux qui vivent ainsi n'ont souvent pas l'impression de chercher l'approbation. Ils pensent simplement être raisonnables, justes ou compréhensifs. Pourtant, derrière chaque explication excessive, se cache une peur silencieuse, la peur d'être rejeté pour ce que l'on est. Jung expliquait que toute personne, à un moment de son existence, doit affronter cette structure intérieure héritée de l'enfance. Tant qu'elle n'est pas reconnue,
l'individu continue de vivre selon des règles qui ne lui appartiennent pas vraiment. Les voies qui dictent ses réactions sont souvent celles qu'il a intégrées très tôt, celles des parents, des enseignants, des figures d'autorité, parfois même des traditions culturelles ou religieuses. L'identité devient alors une adaptation. On ne vit plus selon ce que l'on est réellement, mais selon ce qui semble acceptable. C'est ici que la justification permanente prend une dimension beaucoup plus grave qu'elle n'en a l'air. Elle devient une forme de renoncement intérieur. Chaque fois que l'on transforme sa vérité pour la rendre plus confortable pour les autres, quelque chose en nous se retire. Cette trahison de soi ne ressemble pas à un effondrement brutal. Elle est progressive, presque imperceptible. Elle apparaît dans ces moments minuscules où l'on s'ajuste pour éviter de déranger. Lorsque l'on rit à une plaisanterie qui ne nous amuse pas vraiment. Lorsque l'on accepte quelque chose que l'on aurait voulu refuser. Lorsque l'on masque sa tristesse derrière une fatigue imaginaire. Lorsque l'on transforme une colère légitime en discours raisonnable pour ne pas paraître excessif. Chaque compromis semble insignifiant, mais leur accumulation crée une distance croissante entre l'individu et sa propre vérité. Jung décrivait ce phénomène comme une séparation entre l'ego et le soi. L'ego, qui devrait simplement organiser la conscience, devient alors un instrument de conformité. Il se façonne en fonction de ce que les autres attendent. Il apprend à anticiper les réactions, à adapter les mots, à corriger les émotions. Et dans ce processus d'adaptation permanente, l'individu cesse peu à peu de s'écouter. Son intuition devient suspecte. Ses ressentis deviennent discutables. Ses élans les plus authentiques sont mis en question. Le monde intérieur, autrefois spontané, devient un territoire surveillé. Mais paradoxalement, c'est précisément à partir de cette prise de conscience que la transformation devient possible. Car le moment où l'on reconnaît que l'on n'a plus besoin de demander la permission d'exister marque le début d'un basculement intérieur. Les émotions n'ont plus besoin d'être rendues acceptables pour être légitimes. Elles peuvent simplement être ressenties. Et lorsque l'on cesse enfin de négocier son droit d'être soi-même, quelque chose de nouveau apparaît, une forme de solidité silencieuse. Ce que Jung appelait l'autorité intérieure, une force qui ne dépend plus du regard extérieur pour se sentir réel. C'est à partir de cette autorité que l'être humain commence véritablement à se tenir dans le monde, non plus comme une image façonnée pour plaire, mais comme une présence authentique, capable d'habiter sa propre vérité. Il arrive à un moment dans la vie intérieure où quelque chose se déplace sans que l'on s'en rende immédiatement compte. Une force qui autrefois donnait de la solidité commence à s'effriter. La confiance silencieuse que l'on avait en soi laisse progressivement place à un doute diffus, presque permanent. Et ce doute n'apparaît pas toujours comme une faiblesse. Bien au contraire, il se dissimule souvent derrière des comportements que la société admire. Celui qui sait s'adapter, celui qui évite les conflits, celui qui explique calmement ses positions, celui qui ne dérange jamais vraiment. Ces personnes sont généralement perçues comme équilibrées, raisonnables, faciles à vivre. Elles semblent posséder cette qualité précieuse que l'on appelle parfois maturité sociale. Mais derrière cette harmonie apparente se cache parfois une fatigue profonde, la fatigue de ceux qui se sont tellement ajustés aux attentes extérieures qu'ils ne savent plus clairement ce qu'ils ressentent eux-mêmes. La fatigue de ceux qui ont appris à écouter tout le monde, sauf leur propre voix. Carl Jung observait ce phénomène avec beaucoup de gravité. Pour lui, ce type de fracture intérieure était l'une des sources majeures de ce que la psychologie appelle les névroses. Lorsque la conscience s'éloigne trop du centre profond de l'être, ce que Jung nommait le soi, l'équilibre psychique commence à se fissurer. Les signes apparaissent alors sous des formes diverses. Une anxiété diffuse qui semble surgir sans raison précise, une sensation d'insatisfaction permanente, une difficulté étrange à prendre des décisions pourtant simples, un sentiment de vide qui surgit même lorsque la vie extérieure semble stable.
Ces manifestations ne sont pas des caprices de l'esprit. Elles sont souvent l'expression d'un conflit intérieur. Quelque chose à l'intérieur réclame d'être entendu. Mais cette voix a été étouffée pendant si longtemps au nom de l'adaptation sociale qu'elle ne trouve plus facilement le chemin de la surface. Au fond, la question qui surgit dans ces moments de crise est d'une simplicité désarmante. À qui appartient ta vie? Car tant que tes pensées, tes émotions et tes choix doivent être validés par le regard des autres, ton existence ne t'appartient pas réellement. Elle devient une version éditée de toi-même, ajustée pour être acceptable. Tu continues à vivre, bien sûr, mais tu vis comme un personnage qui s'insère dans les attentes des autres, dans leurs récits, dans leurs projections. Et pendant ce temps, l'auteur véritable de ta propre histoire reste silencieux. Rompre ce cycle ne consiste pas simplement à devenir plus affirmé ou plus courageux. La transformation est plus profonde. Elle demande de rétablir ce que Jung appelait l'autorité intérieure. L'autorité intérieure n'est pas de l'arrogance. Ce n'est pas non plus l'indifférence au regard des autres. C'est une forme de stabilité intérieure qui permet de reconnaître la valeur de sa propre expérience sans devoir constamment la défendre. C'est le moment où l'on cesse de se demander « Est-ce que les autres comprendront ce que je ressens ?» et où une autre phrase commence à émerger « Peu importe qu'ils comprennent, cela reste vrai pour moi. » Ce déplacement peut sembler minuscule. Pourtant, il change l'axe entier de la vie psychique. Pendant longtemps, le centre de gravité de l'existence se trouvait à l'extérieur, dans l'approbation, la reconnaissance, l'acceptation. Avec l'éveil de l'autorité intérieure, ce centre revient progressivement vers l'intérieur. La valeur de ce que tu ressens ne dépend plus d'un tribunal extérieur. Elle existe simplement parce que tu la vis. Mais cette transition n'est jamais confortable. Cesser de se justifier signifie accepter une possibilité que beaucoup redoutent, celle d'être mal compris. Et derrière cette perspective se cachent des peurs anciennes. La peur d'être rejeté, la peur d'être jugé, la peur d'être exclu. Jung décrivait cette étape comme une traversée intérieure comparable à un désert. Un moment de solitude psychique où l'individu cesse de se soutenir par les attentes extérieures et doit apprendre à se tenir seul. C'est là que surgissent des gestes simples mais profondément révolutionnaires. Dire non sans fournir un long discours pour se défendre. Changer d'avis sans ressentir l'obligation de convaincre. Mettre fin à une conversation sans devoir justifier son silence. Non pas par froideur, ni par arrogance, mais parce que l'existence n'est plus vécue comme quelque chose qui doit être constamment approuvé. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, développer cette autorité intérieure ne signifie pas devenir fermé ou insensible. Au contraire, cela transforme profondément la manière de communiquer. Lorsque l'on ne cherche plus désespérément l'acceptation, la parole devient plus simple. Elle n'est plus une tentative de convaincre. Elle devient une expression. On ne parle plus pour être validé. On parle pour être vrai. Dans la vie quotidienne, cette transformation se manifeste souvent de manière discrète. Dans un silence que l'on choisit de garder face à une provocation. Dans la capacité de dire calmement « cela ne me correspond pas », sans ressentir le besoin de débattre pendant des heures. Dans le refus de participer à des jeux émotionnels où chacun tente d'imposer sa version de la réalité. Mais peut-être que le changement le plus profond apparaît ailleurs. Il apparaît dans la capacité de supporter le fait de ne pas être compris, tout en restant entier. Pour Jung, ce moment marque une étape essentielle dans le développement psychologique d'un être humain. C'est l'instant où l'estime de soi cesse d'être louée à l'extérieur et commence à naître de l'intérieur. Un ancien soi, façonné pour plaire, commence à se dissoudre. Et à sa place apparaît une identité plus stable, plus enracinée, moins dépendante. Cependant, cette transformation ne laisse jamais l'environnement indifférent. Car lorsque quelqu'un cesse de se justifier, l'équilibre des relations change immédiatement. Les dynamiques fondées sur la manipulation perdent leur prise. Les personnes habituées à contrôler l'image que tu donnes d'elles-mêmes se sentent déstabilisées.
Certaines relations commencent même à se fissurer. Et c'est précisément pour cette raison que ce silence nouveau possède une puissance particulière. Ce silence n'est pas un retrait, c'est une position, une manière d'habiter sa propre existence sans avoir besoin de la défendre à chaque instant. Et lorsque cette posture apparaît, une transformation se met en marche, non seulement à l'intérieur de soi, mais aussi dans la manière dont les autres se positionnent face à toi. Car à partir du moment où tu cesses de négocier ton droit d'être toi-même, toutes les relations autour de toi commencent, elles aussi, à se redéfinir. Il existe une force intérieure dont on parle rarement parce qu'elle ne fait pas de bruit. Elle ne se manifeste ni par des discours brillants, ni par des confrontations spectaculaires. Pourtant, lorsqu'elle apparaît dans la vie d'un individu, tout autour de lui commence à se transformer. Cette force est le silence conscient. Mais pas le silence de la fuite, pas le silence de la peur, pas le silence de celui qui n'ose pas répondre. Il s'agit d'un autre type de silence, beaucoup plus rare, celui qui naît de l'intégrité. Carl Gustav Jung avait observé avec une grande lucidité ce phénomène. Pour lui, le silence pouvait être l'une des expressions les plus puissantes de l'autorité psychique. Lorsqu'une personne cesse de se justifier de manière compulsive, elle ne se contente pas de mettre fin à une conversation inutile. Elle met fin à un système entier de contrôle invisible. Car la justification permanente alimente un mécanisme très particulier, celui par lequel les autres apprennent à diriger subtilement ton comportement. Lorsque quelqu'un s'explique constamment, il révèle sans le vouloir un point de vulnérabilité. Il montre qu'il craint d'être mal compris, qu'il redoute le rejet, qu'il cherche à préserver l'acceptation des autres. Et ce type de vulnérabilité devient un terrain fertile pour la manipulation. La manipulation émotionnelle fonctionne presque toujours de la même manière. Elle provoque une réaction. Elle pousse l'autre à se défendre, à s'expliquer, à corriger son image pour rétablir l'équilibre. Mais lorsqu'une personne ne joue plus ce jeu, quelque chose se brise dans la dynamique. Le silence solide, celui qui vient de l'autorité intérieure, ne cherche pas à convaincre. Il ne s'agite pas pour réparer une perception. Il ne se précipite pas pour clarifier chaque malentendu. Il demeure simplement présent. Et cette présence est profondément déstabilisante pour ceux qui avaient l'habitude de diriger la conversation. Car ils ne trouvent plus de prise. La personne ne se défend pas. Elle ne se justifie pas. Elle ne cherche pas à être approuvée. Elle existe. Ce simple changement modifie immédiatement la structure des relations. Les interactions fondées sur la domination ou la dépendance émotionnelle commencent à révéler leur fragilité. Des liens qui semblaient solides se révèlent parfois étonnamment déséquilibrés. Certains individus s'éloignent, et ce départ peut être déroutant si l'on ne comprend pas ce qui se joue réellement. Mais dans de nombreux cas, cette distance n'est pas une perte. Elle agit plutôt comme un filtre. Car le silence authentique a une propriété étonnante. Il révèle la nature des relations. Ceux qui étaient présents par affinité véritable restent. Ceux qui profitaient de ton insécurité disparaissent. Jung expliquait que le processus d'individuation, le chemin vers une identité psychiquement entière, implique souvent des ruptures. Non pas des ruptures violentes, mais des réajustements silencieux. Des liens se transforment, d'autres se dissolvent. Et progressivement, un nouvel équilibre apparaît. Lorsque tu cesses de justifier ton existence, tes limites ou tes décisions, tu n'attires plus les mêmes relations. Les interactions basées sur la peur, la culpabilité ou la dépendance laissent place à quelque chose de plus simple, le respect mutuel. Cependant, cette transformation ne se produit pas sans résistance, car le plus grand obstacle ne vient pas toujours des autres, il vient souvent de l'intérieur. La partie de toi qui a passé des années à croire qu'elle devait être comprise pour être acceptée se manifeste alors. Elle murmure que le silence est dangereux. Elle te pousse à clarifier, à rassurer, à expliquer encore une fois. Juste cette fois, te dit-elle. C'est précisément dans ces moments que le silence devient un exercice profond, presque une discipline intérieure, rester entier même lorsque l'inconfort apparaît.
Comprendre que ne pas expliquer n'est pas une absence, c'est une affirmation. Un refus de placer son identité sur le banc des accusés. Et avec le temps, ce silence change de nature. Il cesse d'être une simple retenue pour devenir une présence. Une présence tranquille, mais ferme. Une présence qui impose le respect sans élever la voix. Une présence qui établit des limites sans provoquer de confrontation. Une présence qui n'a pas besoin d'être validée pour exister. Mais l'effet le plus profond de ce silence ne concerne pas les autres. Il concerne l'intérieur. Car lorsque tu cesses de parler pour te défendre, un espace nouveau apparaît dans la psyché. Un espace d'écoute. Pendant longtemps, ton énergie mentale était tournée vers l'extérieur. Expliquer, convaincre, corriger les perceptions. Lorsque ce mouvement s'arrête, quelque chose devient enfin audible, ta propre voix intérieure. Tu commences à sentir plus clairement ce que tu ressens. Tu entends tes intuitions sans les censurer immédiatement. Tu reconnais des émotions que tu avais longtemps rationalisées. C'est là que commence l'intégration psychique. L'être humain cesse de lutter contre ses propres sensations et commence à les accueillir. Les fragments de soi qui avaient été repoussés pour rester socialement acceptables trouvent enfin une place. Et avec cette intégration apparaît une qualité particulière que Jung associait à la maturité psychologique, l'intégrité. L'intégrité psychique n'est pas une rigidité morale. Elle n'exige pas de toujours avoir raison ni d'imposer sa vision. Elle signifie simplement que l'on ne négocie plus l'essentiel de ce que l'on est. Une personne intégrée peut dialoguer, écouter, changer d'avis. Mais elle ne ressent plus le besoin de convaincre pour exister. Elle partage ce qu'elle pense. Elle exprime ce qu'elle ressent. Mais elle ne mendie pas la compréhension. Ses paroles viennent d'un centre stable, non pas d'un manque caché qui cherche à être rempli par l'approbation. Et cette stabilité modifie profondément la manière dont le monde réagit. Il existe quelque chose de presque magnétique chez les individus qui n'essaient plus de prouver leur valeur. Parce que le respect commence toujours par là, par la manière dont tu te traites toi-même. Lorsque tu refuses de négocier ce qui est essentiel en toi, les autres apprennent à se positionner différemment face à toi. L'intégrité ne signifie pas devenir inflexible ou distant. Elle signifie vivre dans la cohérence. C'est la capacité de reconnaître une sensation intérieure, même lorsque l'on ne peut pas immédiatement l'expliquer, et de lui faire confiance. C'est pouvoir dire simplement « cela ne résonne pas avec moi », sans construire un long argument pour légitimer ce ressenti. Dans un monde où beaucoup vivent coupés d'eux-mêmes, où les décisions sont prises selon l'opinion dominante et où les limites sont souvent sacrifiées pour éviter les tensions, cette posture devient presque révolutionnaire. Car elle repose sur une idée simple, mais profondément transformatrice. Ton existence n'a pas besoin d'être expliquée pour être valable. Il existe une différence profonde entre vivre en fragments et vivre en cohérence. Beaucoup de personnes traversent leur existence comme si elles devaient continuellement ajuster leur identité selon les circonstances. Elles changent légèrement de visage selon les interlocuteurs, modifient leurs opinions pour éviter la tension, atténuent leurs émotions pour ne pas déranger. Peu à peu, elles se dispersent en 1000 versions d'elles-mêmes. L'intégrité est exactement l'inverse de ce processus. Elle n'est pas une rigidité morale, ni une obstination froide. Elle est l'art beaucoup plus subtil de rester entier, de ne pas se découper en morceaux pour être accepté, de ne pas cacher ce que l'on ressent simplement pour préserver une paix superficielle. Carl Gustav Jung avait compris que les véritables transformations humaines ne viennent pas d'une accumulation de théories ou de connaissances. Elles apparaissent lorsqu'une personne adopte une nouvelle posture intérieure face à la vie. Et cette posture commence souvent par un geste étonnamment simple. Cesser de se justifier. Car derrière chaque justification compulsive se dissimule presque toujours une question silencieuse. Une question que l'esprit répète à voix basse, parfois sans même s'en rendre compte. Suis-je suffisant ? La personne intégrée ne se pose plus cette question.
non pas parce qu'elle se croit parfaite, mais parce qu'elle a cessé de mettre sa valeur aux enchères dans le regard des autres. Elle sait ce qu'elle est, même lorsque le monde insiste pour lui dire le contraire. C'est ici qu'apparaît un paradoxe fascinant de la psychologie humaine. Plus une personne cherche l'approbation, plus elle semble fragile. Mais plus elle cesse de la rechercher, plus elle suscite naturellement le respect. Pourquoi ? Parce que l'intégrité possède une densité particulière. Elle donne à la présence humaine une forme de gravité silencieuse. Une personne centrée n'a pas besoin de convaincre longuement. Sa cohérence intérieure parle avant même qu'elle ne prononce un mot. Il suffit parfois qu'elle entre dans une pièce pour que l'atmosphère change légèrement. Non pas parce qu'elle domine les autres, mais parce qu'elle ne cherche plus à se diminuer pour être acceptée. Les individus qui vivent dans cette cohérence ne demandent pas la permission d'occuper leur place. Ils l'occupent simplement. Leurs décisions ne naissent plus de l'insécurité, mais d'un alignement intérieur. Ils ne réagissent pas à chaque pression extérieure. Ils agissent selon ce qui leur semble juste. Cependant, cette intégrité ne peut apparaître que lorsque quelque chose d'essentiel s'arrête. La trahison quotidienne de soi. Elle commence le jour où l'on cesse de se modeler pour correspondre à ce que l'on attend de nous. Le jour où l'on s'autorise à ressentir, à choisir, à agir, même si ces choix ne sont pas immédiatement compris. Ce chemin demande de la pratique, de l'attention et surtout une forme particulière de courage. Le courage de prendre la responsabilité de sa propre existence. Cela signifie renoncer à accuser les autres pour ses décisions, renoncer à attendre que quelqu'un valide sa valeur, accepter que sa vie nous appartient entièrement. Lorsque cette posture s'installe progressivement, ses effets deviennent visibles dans tous les domaines. Les relations changent de nature, certaines deviennent plus profondes, d'autres disparaissent naturellement. La manière de se positionner dans le travail ou dans les projets évolue également. Les décisions deviennent plus claires. L'esprit cesse de s'épuiser à imaginer ce que les autres pensent. Une grande partie de l'anxiété disparaît simplement parce que l'on ne vit plus pour être compris. On vit pour être vrai. Mais la transformation ne s'arrête pas là. Elle se manifeste aussi dans quelque chose de beaucoup plus subtil, ce que l'on commence à émettre autour de soi. Lorsque quelqu'un cesse de se justifier, il dégage une qualité particulière. Une énergie calme mais ferme, celle d'une personne qui se gouverne elle-même. Et cette énergie est perçue instinctivement par les autres. Jung insistait souvent sur ce point. La psyché humaine ne réagit pas seulement aux arguments ou aux explications rationnelles. Elle répond à la structure intérieure de la personne qui se tient en face de nous. Celui qui cherche constamment à être compris transmet inconsciemment une vibration de doute. Celui qui n'a plus besoin d'expliquer transmet une sensation de stabilité. Il ne s'agit pas d'arrogance, il s'agit de complétude. Les réactions de l'environnement changent alors presque naturellement. Les gens commencent à écouter différemment. Les relations déséquilibrées cessent de fonctionner. Les situations dans lesquelles vous étiez autrefois docile, prévisible ou facilement manipulable perdent leur emprise. Non pas parce que vous vous battez contre elles, mais parce que vous n'êtes plus disponible pour jouer ce rôle. Le silence que vous adoptez transforme la configuration des relations. Là où autrefois vous cherchiez à être compris, votre simple présence commence à communiquer autre chose. Elle dit implicitement « Je ne suis pas ici pour être façonné, je suis ici pour être ». À partir de ce moment, un autre type de relation apparaît dans votre vie. Des liens plus honnêtes, plus profonds, plus alignés avec la personne que vous êtes devenue. Car le respect suit presque toujours le même chemin. Il naît d'abord à l'intérieur, puis se manifeste à l'extérieur. La première étape consiste donc à cesser de justifier sa propre existence. Mais ce chemin demande de la vigilance, car les anciens réflexes ne disparaissent pas immédiatement. Dans les moments de doute, l'envie d'expliquer revient. Il semble parfois plus sûr de plaire, plus simple de céder. Et c'est précisément dans ces instants que la conscience devient essentielle. Chaque fois que vous résistez à cette impulsion,
et choisissez de rester silencieux, vous renforcez quelque chose en vous. Vous consolidez votre intégrité. Vous reprenez votre place dans le monde. Non pas comme quelqu'un qui demande un espace, mais comme quelqu'un qui sait déjà qu'il y appartient. Maintenant, prenez un instant pour réfléchir. Quelle est l'explication que vous répétez le plus souvent dans votre vie? Celle que vous donnez encore et encore, alors qu'au fond de vous, vous sentez déjà qu'elle n'est plus nécessaire. Peut-être concerne-t-elle vos émotions, peut-être vos limites, peut-être simplement votre manière d'être. Nommer cette habitude peut déjà marquer un tournant intérieur, car parfois, le premier pas vers l'intégrité consiste simplement à reconnaître qu'on n'a plus besoin de se défendre pour exister. Si tu es prêt à arrêter de te justifier, écris « Je m'affirme » en commentaire.